Monsieur Sirissi, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, homme de médias et directeur de la radio Convergence FM. Vous êtes également président du think tank Africa Worldwide Group. Ce n'est plus que vous remercie de venir et de répondre à son invitation. Le plaisir est partagé. Alors, avant de commencer, un mot sur le think tank Africa Worldwide Group. Le think tank Africa Worldwide Group est un think tank afrocentré qui réfléchit sur des questions de géostratégie et de géoéconomie. Par géostratégie, nous réfléchissons essentiellement sur les politiques publiques en Afrique de manière globale. Et par géoéconomie, nous réfléchissons sur la place de l'Afrique dans la compétition économique globale. Voilà nos deux cœurs de métier. Alors, Sirissi, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle évaluation on peut faire de la mise en œuvre du PSE, le plan Sénégal émergent que le président Macky Sall a lancé il y a quelques années? Il faut dire que de 2012 à 2013, le Sénégal était dans la phase de conceptualisation et d'élaboration et d'écriture du plan Sénégal émergent. En vérité, la mise en œuvre a commencé depuis 2014 et aujourd'hui, nous rentrons dans la 4e année de la mise en œuvre. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'intention est bonne. Les perspectives sont intéressantes, mais il y a tout à dire et à redire dans le déroulé, dans la mise en œuvre. L'un des problèmes fondamentaux que le PSE rencontre en termes de mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle l'appropriation. Et quand nous en sommes, quand le Sénégal est à l'étape connaît des difficultés dans la mise en œuvre, dans l'appropriation, c'est parce que, au demeurant, la communication, les angles d'approche en termes de communication avaient été faussés dès le début. Parce que dès le début, le plan Sénégal émergent faisait plus dans l'économisme que dans l'économie, parce que c'est-à-dire que c'est un plan qui était essentiellement axé sur les chiffres, essentiellement axé sur la croissance du PIB, du produit intérieur brut, et qui avait un peu oublié l'autre versant de l'émergence, ça veut dire le versant social. Donc c'est ce qui fait que chemin faisant, on a sorti presque de rien ce qui fut la couverture maladie universelle. Quelque temps après, on est revenu avec les bourses familiales, parce qu'effectivement, la dimension sociale manquait en ce plan-là. Mais aujourd'hui, l'un des grands problèmes que ce plan-là est confronté, c'est au niveau de sa communication pour que les peuples puissent s'approprier. Actuellement, ce n'est plus le gros du travail, ce n'est plus par rapport aux décideurs, par rapport à l'État central. À cette étape-là, le gros du travail revient aux acteurs, au peuple de manière globale. Et ce peuple-là n'a pas toujours bien compris les tenants et les aboutissants. D'autant plus qu'en termes de rendu, en termes de communication, le gouvernement actuel commet beaucoup d'impairs, beaucoup d'amalgames entre ce qu'on pourrait appeler des objectifs et des réalisations, entre ce qu'on pourrait appeler des réalisations et des impacts. Justement, Mohamed, si on voit aujourd'hui dans la ville, un peu partout, ce sont des affiches du président, quels que soient les projets. Est-ce qu'il n'y a pas une saturation? Quand le président a des projets dans le domaine du solaire, sa photo est à côté. Le TER, le train express régional, il y a sa photo un peu partout. Est-ce que ce n'est pas trop? Tout à fait, ça n'est trop, effectivement, comme on dit, trop de communication aussi tue la communication. Aujourd'hui, quand vous voyez les affiches qui sont placardées un peu dans Dakar, vous avez comme l'impression que le régime actuel fait dans la propagande plus que dans la communication. Dans la propagande, et puis ce qui est plus inquiétant, c'est que les gens se trompent même dans les concepts. Les gens se trompent même dans la syntaxe. Les gens se trompent même dans les éléments de langage qu'ils veulent faire communiquer. Aujourd'hui, je donne un exemple précis. Quand on veut communiquer pour dire qu'on va aller vers un renouveau du service public, avec les grandes affiches où c'est presque une ville qui est sortie de nulle part avec la photo du... Aujourd'hui, le concept de renouveau du service public n'est pas un concept approprié par rapport à cette campagne de communication. On aurait dit, par exemple, délocaliser l'administration, ça parle. Mais il n'y a pas un renouveau du service public en ce sens qu'il n'y a pas une révolution qui a été faite. Et puis sur beaucoup de choses,
il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en œuvre. Ça existait dans les années, ça existait sous Abdou Diouf. Ce sont souvent des services, quand je prends comme l'hydraulique, quand je prends comme les énergies, en fait, c'était des services qui existaient sous Abdou Diouf, qui ont connu des confitures un peu sous Wade, etc. Donc, ça veut dire que le président ne crée pas quelque chose de nouveau tout à fait. Ce n'est pas un nouveau, c'est dans une continuité. Donc, je vois globalement que le palais a des problèmes de communication et que ce sont ces impairs de communication qui retardent en gros la participation effective de la population. Alors, Siré, nous parlons du plan Sénégal émergent, mais aujourd'hui, ces plans de développement sont en vogue un peu partout en Afrique. Le Bénin a son plan de développement, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Gabon, tous ont leur plan de développement, ils se donnent des échanges différents, seulement que tous y vont à Paris pour chercher des fonds pour réaliser ces plans-là. Est-ce que vous pensez que ça c'est opérationnel? Est-ce qu'on n'a pas de ressources propres pour penser son développement? Tout à fait. Vous savez, dès le début, j'ai été assez sceptique de cette nouvelle tendance en termes de formulation un peu sur le continent qui parlait de plan d'émergence. Nous estimons au niveau de notre think tank, Africa Worldwide Group, un think tank qui réfléchit, je le disais tantôt, sur les questions de politique publique sur le continent. Nous disons qu'aujourd'hui, il est de l'économie comme il est de la vie. C'est-à-dire que point de rupture. Aujourd'hui, le plus grand défi que nos économies et nos pays africains sont confrontés, c'est un point de convergence. Je m'explique. Ça veut dire qu'avant de parler d'émergence, il faut d'abord parler de convergence. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme le Sénégal, il faudrait converger de telle enseigne que Dakar, qui est la capitale, puisse, en termes de différenciation, pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre, par exemple, une région comme Fatick. Ça veut dire qu'il faudrait... sur le plan infrastructurel... Donc, il y a un important travail de mise à niveau de nos régions, de mise à niveau globale de nos villes de l'intérieur, qui ferait à telle enseigne que celui qui a envie de vivre à Kaolack ne serait pas obligé de venir vivre à Dakar parce que c'est Dakar qui présente des infrastructures sociales de base et qu'il ne peut pas les retrouver. Voilà donc cet équilibre qu'il faut faire dans toutes les zones pour que vous soyez à Dakar, que vous soyez à Kaolack, à Fatick, au nord, au centre, de l'est au sud, que vous ayez la même infrastructure, le même écosystème. Maintenant, le fait de vivre à Dakar pourrait dépendre d'autres critères, disons-nous, subjectifs qu'objectifs. Mais aujourd'hui, on se rend compte que pour pouvoir bénéficier de certains services sociaux, vous êtes obligé de venir à Dakar, l'hospitalier. De certains emplois. De certains emplois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'un des défis majeurs que nos pays africains sont confrontés, c'est d'aller vers cette convergence. Cette convergence qu'il y ait entre le centre et les périphéries. Cette convergence qu'il devrait y avoir entre la capitale et les autres villes de l'intérieur. C'est en ce moment-là, et seulement en ce moment-là, qu'on pourra parler d'émergence. Alors, au Sénégal, quels sont les secteurs qu'on peut considérer comme des niches qui ne sont pas suffisamment exploités ou pas du tout exploités? Vous savez, pendant très longtemps, l'économie sénégalaise a été portée par ce qu'on appelle le secteur tertiaire de manière globale, les télécoms, et un peu aussi par le secteur du tourisme. S'il y a évidemment un secteur d'activité économique qui a une haute profitabilité économique au Sénégal, c'est bien la transition entre le secteur primaire et le secteur secondaire. Je veux parler de l'agrobusiness. Aujourd'hui, tout le défi et tout le potentiel en termes de retour sur investissement pour le secteur économique au Sénégal réside à la capacité que les acteurs auront à pouvoir relever le défi de la transformation. Ça veut dire que passer d'un secteur primaire basique et traditionnel vers le premier segment d'un secteur industriel qui est l'agroalimentaire. Ça, c'est un secteur extrêmement important qui peut générer des retours sur investissement importants. Mais sur l'autre secteur, c'est ce qu'on appelle l'économie des services et des biens. Aujourd'hui, il y a 10 ans, qui vous aurait dit que, par exemple, Wari, Wayofal ou quelque chose comme ça, Johnny aurait existé. Aujourd'hui aussi, l'un des défis qui est très intéressant, qui présente même des opportunités aux économies africaines et sénégalaises en particulier, ce sera la capacité que nous aurons à créer de la valeur ajoutée sur les objets mondes qui nous entourent. C'est quoi ces objets mondes? La téléphonie,
ça peut être Internet, ça peut être le transport, ça peut être etc. etc. C'est-à-dire que toutes les innovations technologiques, toute la révolution du numérique, ces objets-là qui se créent, tout dépendra maintenant de la capacité que nous aurons à pouvoir y ajouter de la valeur ajoutée. C'est ça qui fera, c'est-à-dire aujourd'hui, vraiment les services à la personne. Aujourd'hui, c'est vraiment l'économie des services à la personne qui va être extrêmement développée, surtout dans un contexte où l'Afrique est en mouvement, est en situation. Alors, on constate que les bus sont toujours bondés malgré l'effort que l'État fait, n'est-ce pas, pour aider le transport urbain à être bien fluide. Est-ce que cela ne signifie pas quelque part que ce secteur-là est une niche? Ah oui, absolument. C'est ce que je disais aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie des services à la personne, l'économie des biens et des services de manière globale. Aujourd'hui, vous avez le transport, vous avez le transfert d'argent, vous avez la monétique, hein, immobile, etc. Donc, c'est véritablement tous ces... vous avez la restauration, vous avez l'alimentation, la grande distribution, etc. Donc, toutes ces activités-là ont un fort potentiel en termes de retour sur investissement, pour la simple et bonne raison qu'il y a un accroissement démographique et de plus en plus, il y a une aspiration à un bien-être sur le continent qui fait qu'aujourd'hui, ces services sont extrêmement bien rémunérés. Et par rapport à l'exemple que vous donnez sur les transports publics, c'est une loi économique basique qui dit qu'aujourd'hui la demande est supérieure à l'offre, encore que Dakar est dans une presqu'île. Donc en termes de superficie, on est un peu concentré dans l'équivalent de moins de 1% du territoire national et sur lequel vous avez presque 60% de la population qui y vit. Et puis c'est tout à fait normal qu'on ait ces problèmes de concentration, d'embouteillage, parce que n'oublions pas que Dakar c'est une presqu'île et que pratiquement toutes les voies de sortie, il n'y en a pas beaucoup de voies à la fois comme de sortie et d'entrée. Il y a, à part les grandes autoroutes et la corniche, vous avez pratiquement des voies secondaires de sortie et d'entrée. Et aujourd'hui, en termes d'aménagement du paysage, il faudrait multiplier les voies d'entrée et de sortie dans Dakar. C'est ça qui va régler la question. Alors, Siresi, que vous inspire ce mouvement quasi mondial du non au franc CFA, d'autant plus que récemment, un journal allemand a écrit que ce sont 440 milliards d'euros que l'Afrique paie au profit de la France du fait de cette monnaie. La couverture des réserves de change. C'est ça. Tout à fait. Je voudrais déjà préciser à l'entame de mon propos sur cette question pour dire que l'affaire du franc CFA n'est pas une question économique. C'est quoi? C'est une question politique. Et donc, je m'en réfère à une déclaration que Edouard Balladur avait faite sur RFI qui disait que le franc CFA n'est pas une question technique, mais c'est une question politique. Allez demander à Silvio Olympio, allez demander Sylvanus Olympio, l'ancien président du Togo. Du Togo, Sylvanus Olympio, allez demander à Modibo Keïta, allez demander à Mamadou Tandian du Niger. Bagny peut-être. Pas Houphouët-Boigny, mais allez demander à Abdoulaye Wade dans ces derniers récents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, le franc CFA tel qu'il est articulé, tel qu'il est présenté avec le compte d'opération, joue plus à la défaveur des économies africaines parce que voilà, nous ne pourrons pas profiter de la situation économique mondiale. Quand l'environnement économique mondial est favorable, nous ne pouvons pas en bénéficier. Et quand c'est défavorable, ça pèse 2 fois par nous. Mais aujourd'hui, à la décharge aussi de la France, il faut le dire, la responsabilité est entre les mains des dirigeants et des décideurs africains. Parce que la position de la France a été très claire. La France a dit que la monnaie appartient aux Africains. Et c'est les Africains d'en faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils nous ont renvoyé le ballon. Maintenant, c'est à nos présidents, à nos chefs d'État, à nos communautés régionales, sous-régionales, de pouvoir trouver une solution. Aujourd'hui, une solution sous l'éclairage des spécialistes. Et aujourd'hui, tous les spécialistes en économie vous disent qu'on peut trouver mieux.
par rapport à ce franc CFA. Maintenant, ça c'est l'aspect technique. Il va falloir aller sur l'aspect politique et c'est là où il y a beaucoup de choses à dire, même si on a comme l'impression la France clignote à droite mais tourne à gauche sur cette question du franc CFA, où en public on fait des déclarations frasques, mais en coulisses et en sourdine on met tout en place des mécanismes pour pouvoir laisser la situation en l'état. Est-ce que dans le principe, si on est d'accord de quitter la zone franc, est-ce que quand même les États africains sont prêts à s'affranchir de cette monnaie de sitôt? Tout à fait. Vous savez, en matière d'économie... D'autant plus qu'on n'a pas une monnaie commune. Si on quitte déjà la zone franc, qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait. Vous savez, en économie, on n'est jamais prêt, mais on se prépare. Et d'ailleurs, c'est un processus qui est en préparation. En réalité, le franc CFA va vivre plus ou moins ces dernières années. Parce que n'oublions pas que la CEDEAO a mis en place Agence ouest-africaine. J'ai oublié un peu le nom de l'agence, mais... Il y avait une certaine vision 2020. AMAO, Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc la CEDEAO a mis en place l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, AMAO, qui est basée en Sierra Leone. Et cette agence-là a fini de faire son travail technique pour montrer comment on va passer des monnaies nationales, même avec le franc CFA, vers une monnaie sous-régionale. Même s'il y a le Nigeria qui actuellement joue un peu la vedette par rapport à cette monnaie-là. Mais entendons-nous bien, la monnaie ouest-africaine verra le jour parce que tout le travail préparatoire et tout le travail technique a été déjà fait et que les autorités politiques ont donné rendez-vous avec l'histoire vers les années 2020 et que probablement le franc CFA est en train de vivre. Vous avez appelé Vision 2020? Oui, Vision 2020, pour dire en définitive que le franc CFA est en train de vivre ces dernières heures. Maintenant, tout dépendra de notre capacité à pouvoir tenir cette monnaie et puis gérer cette monnaie. En tout cas, les ressources techniques sont là en Afrique. Il va falloir surveiller de très près les aspects politiques.